C'est avec bonne humeur que l'on présente cette interview à l'Opéra du Grand Avignon pour présenter la prochaine œuvre qui aura lieu les 29 novembre et 1er décembre à l'Opéra. L'Homme de la Manche, c'est avec le metteur en scène Jean-Louis Grinda. Bonjour. Que nous commençons cette interview. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de votre mise en scène de cette œuvre. Vous sortez de cette mise en scène-là, vous êtes en pleine répétition à l'Opéra. Vous êtes avec une bonne humeur et merci parce que ça fait du bien. C'est-à-dire que c'est une œuvre que j'adore déjà. Donc déjà répéter me met de bonne humeur en règle générale. Mais alors répéter L'Homme de la Mancha à Avignon, ça me met encore plus de bonne humeur parce qu'il y a une équipe formidable. Ouais. C'est une œuvre merveilleuse, extraordinairement bien écrite et portée par un souffle d'espérance qui ne fait pas de mal en ce moment. Mm-hmm. Alors c'est une œuvre aussi où l'ensemble des corps artistiques, si je peux dire, est réuni. On a à la fois les artistes, bien sûr, l'orchestre et le ballet. Tout ça, ça permet de mettre encore plus de bonne humeur justement dans l'évaluation et l'élaboration d'une mise en scène pour un metteur en scène. Oui, Ce rassemblement des corps de des fois on met tout le monde et c'est pas une œuvre gay. Donc voilà. Mais ouais. Celle-ci n'est pas spécialement gay, elle est amusante, elle est pleine d'esprit, elle est pleine d'espoir, elle est philosophiquement très forte. Et là, tous les ingrédients effectivement réunis, ce qui met de bonne humeur, c'est vrai, c'est de travailler avec toutes les forces vives d'un théâtre. Et là, par exemple, il n'y a pas le chœur, mais il y a tellement de rôles distribués, donc c'est une très grosse équipe qu'on a l'impression d'avoir une œuvre chorale. C'est-à-dire que chaque petit personnage en scène est un vrai personnage du spectacle. Donc il faut apporter à tout ça, y compris les figurants qui ont vraiment une tâche très précise et extrêmement importante, tant dans les déplacements du décor, des accessoires, de la participation au jeu, à l'action. Tout ça est extrêmement important. Donc c'est toute une mécanique horlogère à mettre en place. Et c'est très, très amusant de le faire dans des bonnes conditions de temps, parce qu'on a le temps de répéter ici, sur le plateau, avec des techniciens formidables. Et effectivement, après, quand on rajoutera l'orchestre, qui est un orchestre qui n'est pas traditionnel, parce qu'il n'y a pas de cordes, par exemple, dans cette comédie musicale-là. Donc c'est pour donner davantage de couleurs espagnoles encore. Il y a des guitares par contre. Et voilà, quand on a tout ça, c'est pas une histoire de bonne humeur finalement, c'est une histoire de plaisir de vivre. Voilà, c'est un peu un hymne à la vie, cet Homme de la Mancha. Et ça, je crois que c'est ça qui fait que ça marche. Alors, dans quel lieu, dans quelle époque vous situez cette œuvre? Eh bien, nous sommes à l'époque de Cervantes, donc le grand siècle espagnol, et puis nous sommes dans une prison. Et tout se passe au fond de cette prison, puisque tout part d'une histoire vraie. Cervantes, qui était écrivain, mais a été également collecteur d'impôts, et il a été emprisonné pour ses idées, pour sa façon de procéder, et il déplaisait au pouvoir, il était emprisonné. Ça, c'est un fait réel et avéré. Ensuite, on a imaginé, enfin les auteurs ont imaginé que Cervantes en prison avait déjà écrit une partie de son Don Quichotte. Et menacé qu'il est par les personnages qui sont plutôt peu ragoûtants qu'on trouve dans cette prison, il va essayer de les distraire en leur racontant l'ouvrage qu'il est en train d'écrire et en distribuant chacun des rôles de cet ouvrage, de ce fameux Don Quichotte, à chacun des prisonniers. Donc on va tout le temps être dans 3 niveaux d'histoire différents. La vie réelle de Cervantes, la vie qui est emprisonné, la vie de Alonso Quijana, qui lui-même se prend pour Don Quichotte. Quand je raconte ça, tout le monde trouve ça très compliqué. Finalement, quand on le voit, c'est très simple, parce que les allées et venues se font de façon très naturelle. Donc c'est du théâtre dans le théâtre dans le théâtre, mais on est tout le temps, ce décor par exemple qui pourrait nous rendre claustrophobes, dans une prison, c'est quand même pas drôle, ce décor varie. Alors justement, comment faites-vous en tant que metteur en scène pour que l'œuvre ne soit pas noire quelque part, étant donné que ça se passe en prison, qu'on a quand même une ambiance assez sombre généralement dans l'esprit. Comment vous faites justement pour donner de la bonne humeur dans ce lieu sombre? Mais écoutez, je crois que votre question m'amène à beaucoup de modestie. C'est pas moi qui rend cette œuvre moins sombre. Oui. Le démarrage est sombre. C'est l'œuvre en elle-même qui porte ça en elle. Et c'est ça qui est formidable. Et moi, je ne fais qu'accompagner cette œuvre. Je ne l'ai pas inventée. Je lui donne mon inspiration, je lui donne la couleur que je souhaite lui donner.
je l'accompagne, mais je ne l'invente pas. Hein. Voilà, moi j'essaie toujours d'être modeste par rapport à mon activité, mais si le public peut aimer cette œuvre que personnellement j'adore, j'aurai réussi ma mission. L'œuvre est vraiment écrite de façon extraordinaire. Ces passages de l'un à l'autre, d'une situation à l'autre, est vraiment prodigieux. Et même s'il y a des passages très durs dans l'œuvre, hein, parce que prison, et puis même dans Don Quichotte, il y a des passages assez cruels. Évidemment, avec Aldonza, cette fille d'auberge, plus ou moins prostituée, que Don Quichotte s'évertue à prendre pour Dulcinée, par exemple. Eh bien, tout ça n'est pas forcément joyeux, drôle, mais il y a toujours un contrepoint. Aux scènes les plus tragiques, il y a toujours un contrepoint souriant, apporté la plupart du temps par Sancho Panza, ou alors par le personnage de l'aubergiste. Justement, ce sont ces petites choses, ces petits détails décalés entre le lieu sombre et l'artiste, les artistes, enfin les personnages plutôt, qui sont un peu utopiques, un peu voilà, qui vivent avec le rêve quelque part. C'est cet ensemble-là qui permet de donner des couleurs originelles dans la joie de vivre. Oui, j'espère. Enfin, j'espère, vous savez, je suis le moins bon juge. On a joué beaucoup ce spectacle, on a joué au Capitole de Toulouse, on a joué à l'Opéra de Monte-Carlo, donc je sais bien comment le public réagit. Hein, donc je ne vais pas être surpris si ça marche, parce que ça a toujours formidablement bien marché. Ce qui compte dans ce type de comédie musicale, c'est qu'il faut un casting formidable. C'est ça qu'il faut. Hein, c'est comme au cinéma, vous pouvez avoir le meilleur scénario, si vous avez des artistes qui ne crèvent pas l'écran, parfois, ça ne convient pas, ça ne marchera pas comme ça devrait marcher. Et ici, on a vraiment un casting tout à fait formidable, beaucoup l'ont déjà fait avec moi, certains sont des nouveaux venus sur la production, et s'y intègrent, et on change un petit peu les choses en fonction de la personnalité des uns et des autres, mais le dessin général est le même, parce que l'œuvre est plus forte quand même que les artistes qui la défendent et qui la composent. Mais il faut de grandes individualités, de grandes personnalités, et ça nous les avons. Et c'est ça qui est très valorisant pour moi même, comme le plaisir du metteur en scène de retrouver certaines personnes, de travailler les scènes un petit peu différemment avec certaines autres. Eh bien, je crois que ça donne toute la richesse de mon métier et puis tout le plaisir de faire du théâtre vivant, pas des choses qui sont en concert mais qu'on reproduit à l'identique, un peu de façon simpliste. Voilà, c'est ce que j'aime, et on est dans quelque chose de... Vraiment, c'est une œuvre pour laquelle j'ai une admiration sans borne, parce que c'est d'une complexité dramaturgique pour la construction. On a l'impression, mais comment on va sortir de ça? Et puis finalement, c'est l'imagination qui nous sort de tout ça. Alors on parlait des décors, par exemple. Ben, ces décors qui sont une prison qui s'est fermée, bien sûr, dont le 4e mur de cette prison, c'est nous, le public, qui fermons, hein, bien évidemment. Eh bien, cette prison évolue grâce au décor de Bruno de Lavenaire. Cette prison évolue, s'ouvre sur un espace beaucoup plus infini, sur de la lumière, sur des choses un petit peu étranges, même des fois, et qui fait qu'on se sent beaucoup moins oppressé et qu'on commence à voyager avec l'esprit de Cervantes. Laisser le rêve. Laisser le rêve, et ce rêve, c'est l'inaccessible étoile, c'est la quête, c'est tout ça qui se met en marche. Alors du théâtre dans du théâtre, interprété par des artistes lyriques, comment faites-vous pour que tout fonctionne? Eh bien, vous savez, moi j'arrive toujours assez mal à parler de ce que je fais, mais moi je m'appuie sur les gens qui sont avec moi et qu'en général j'ai choisi. Donc je sais ce qu'ils vont m'apporter, je sais qu'ils peuvent bien fonctionner ensemble. Vous voyez, c'est le secret de la réussite d'une comédie musicale. J'en ai fait beaucoup, hein, j'en ai fait beaucoup ici au Salon de l'Opéra d'Avignon, je fais Chantons sous la pluie, Titanic, Certaines Show, donc j'ai une certaine habitude ici, je l'ai fait dans beaucoup d'autres endroits, mais c'est de réussir le casting. C'est acheter au marché des bons produits, vous en ferez peut-être un bon repas. Hein. Ça part comme ça. Mais par contre, il faut savoir les gens qui peuvent travailler bien les uns avec les autres, même quand ils sont censés ne pas être compatibles. C'est parfois l'incompatibilité qui fait qu'on va trouver quelque chose de très spécial. Et en même temps, effectivement, les artistes lyriques sont réputés des comédiens moyens, si je veux être gentil, dans l'imaginaire des gens, en disant c'est des beaux chanteurs, ils ont des belles voix, mais ce ne sont pas des comédiens raffinés comme peuvent être certains comédiens qui font du théâtre en permanence. Et là, on a exactement des gens qui sont capables de faire les deux, car de plus en plus, dans la génération d'artistes français,
On a des gens qui savent très bien tout faire. Le niveau d'exigence, même à l'opéra également, est monté de façon très, très importante. Donc on peut obtenir de ces gens qui soient capables de gérer du théâtre parlé et du théâtre chanté. Et surtout le passage de l'un à l'autre qui est la chose la plus délicate du monde. Car parler au théâtre c'est une chose, et puis rentrer tout doucement après dans la musique sans vous donner le coup d'arrêt d'un air qui démarre, ça c'est quelque chose de très compliqué, de très difficile, voire de très subtil. Et dans cette comédie musicale, il y a des moments de bravoure qui nécessitent justement cette entrée en souplesse. Et là où j'interviens finalement le plus, c'est de rendre, outre les changements de décor et les lignes dramaturgiques générales de l'œuvre, c'est de rendre le passage de l'un à l'autre le plus fluide possible. Voilà, ça c'est mon travail, et si j'ai réussi, ben, je suis content. Qu'est-ce que vous, en tant que metteur en scène, justement, qu'est-ce que vous cherchez à procurer au public comme message, énergie qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous permet de dire voilà, que vous avez réussi votre mise en scène? Alors, de façon très égoïste, je dirais que ce qui me permet de dire que j'ai réussi une mise en scène, c'est quand ce que je vois sur scène ressemble à ce à quoi j'ai rêvé. Parce qu'une mise en scène part toujours d'un rêve, d'une interprétation personnelle, d'un travail à la table, solitaire, sans avoir même son décorateur, son costumier, son éclairagiste. On est là, on imagine ce qu'on veut voir. Voilà. Puis après, on prend les ingrédients pour y arriver. Les premiers ingrédients, c'est bien sûr, c'est évidemment l'équipe qui vous entoure, donc je dis décorateur, costumier, éclairagiste, chorégraphe, et puis après aussi les rôles. Mais voilà, quand ce à quoi j'ai commencé à rêver à une table, seul, je le vois sur scène à la fin et que ça correspond parfois même en mieux à ce à quoi j'ai rêvé, là je me dis j'ai réussi mon travail. Ce que j'espère apporter aux spectateurs, au public, c'est le partage de ce rêve, quel qu'il soit. Une pièce comique, une pièce dramatique, quelque chose un peu entre les deux, une pièce fantastique. Voilà, je veux que les gens rentrent là-dedans et sortent en se souvenant de ce qu'ils ont, en créant du souvenir chez les gens. Parce que l'opéra, l'opérette, la comédie musicale, le théâtre, c'est quelque chose qui se crée et qui se consomme et qui se consume également immédiatement. Et vous ne laissez dans la tête des gens que le souvenir et la qualité de ce souvenir. Moi, je suis le plus heureux des hommes quand quelqu'un me dit « Ah, je me souviens quand vous avez fait tel spectacle, mais c'était il y a 10 ans, mais je m'en souviens. » Vous voyez, ça c'est la plus belle des récompenses. Voilà, alors, le théâtre c'est fait d'émotions, hein. Ce n'est que de l'émotion. Et cette émotion, la palette de l'émotion est immense, elle est très, très vaste. Mais le théâtre, que l'opéra, ce n'est que de l'émotion. J'essaye de faire passer ça. Voilà. Mais ça ne peut pas se faire seul. Le metteur en scène qui a tout seul du génie dans son coin, j'ai du mal à y croire. On a besoin d'être très entouré, avec des gens, la plupart du temps, meilleurs que vous-même, parce que c'est comme ça que vous progressez. Et comme ça que le spectacle deviendra vraiment ce à quoi vous avez peut-être rêvé à un moment donné. C'est pour l'une des raisons, justement, que vous avez choisi d'être metteur en scène, pour avoir des émotions autour de vous. Vous êtes directeur de l'Opéra de Monte-Carlo depuis 2007, donc plusieurs années. Vous étiez aussi directeur de l'Opéra Royal de Wallonie, voilà, en Belgique, à Liège, pendant 14 ans. Pendant 14 ans. Est-ce que le fait de devenir metteur en scène, de diriger vers ce métier artistique, vous a permis de trouver un équilibre pour à la fois être dans le côté plus rigide, administratif, direction, et le côté complètement artistique où on peut laisser et autoriser l'illusion et le rêve? Bah oui, c'est une bonne question, hein, merci. Merci. Non, mais en fait, comment dire, oui, moi je suis né dans un théâtre, donc j'ai passé toute ma vie dans les théâtres. Mes parents étaient artistes, et peut-être par réaction, au début, j'ai toujours tenu des fonctions administratives. Je travaillais à l'Opéra d'Avignon en 1981, grâce à Raymond Dufaux, qui m'a fait confiance, le premier. Et j'étais ici à Avignon, au Corrige d'Orange, et puis après j'ai mené une carrière de directeur d'opéra. J'ai eu mon premier poste de direction en 85, donc ça fait 30 ans. Ça fait quand même un bail. Et quand je suis arrivé à la crise de la quarantaine, un peu avant, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose à ma vie. Voilà, il manquait quelque chose, et il manquait cette partie artistique, incontestablement. Il se trouve que par un hasard, mais que je n'ai même pas provoqué, mais qui sait s'il ne l'a pas provoqué, je me suis trouvé un jour sans metteur en scène pour un spectacle, une comédie musicale, Chantons sous la pluie,
Et je me suis dit, mais je vais le faire moi. Devant l'air consterné de mes proches et des gens qui m'entouraient, qui n'osaient pas trop me dire, mais es-tu bien sûr, je suis directeur en Belgique à ce moment-là. Et voilà, je me suis lancé là-dedans et ça a été une nouvelle renaissance. C'était une nouvelle naissance, donc une renaissance. Alors pardon, avant de continuer, mais comment vous avez senti justement ce manque? Parce que, vous savez, quand on fait déjà, c'était en 1999, je travaillais depuis 18 ans, depuis 18 années ininterrompues. J'avais des fonctions de directeur d'opéra depuis 85, donc depuis 14 ans. Je ne dis pas que j'avais fait le tour, au contraire, mais quand même, on sait de quoi on parle quand même. Hein. Et quand on a les sentiments de maîtriser à peu près tous les paramètres de son métier, il y a la mise en danger qui n'est plus vraiment là, même si chaque spectacle que l'on produit en tant que directeur, c'est une mise en danger. La mise en danger personnelle n'y était plus. Vous voyez, c'est un peu... Voilà, quand ça devient après, pas trop facile, mais... oui, c'était presque un peu trop facile. Se donner d'autres défis dans la vie. Et vous savez, vous voyez, regardez, Brel a fait ça. En fait, Brel a arrêté, et Brel, l'homme de la Mancha, c'est lui qui l'a adapté, c'est lui qui l'a importé à la Monnaie de Bruxelles d'abord, et puis au Théâtre des Champs-Élysées ensuite. Brel, il a arrêté de chanter le jour où il a senti que ça devenait mécanique, où il ne brûlait plus en scène, mais où il venait faire son métier. Très bien, formidablement bien, mais voilà, quand ça devient un métier, et que le métier prend le dessus sur l'inspiration, la fragilité, la créativité, eh bien, il a arrêté. Eh bien, moi, ce moment était, je ne me compare pas à lui, mais ce moment était arrivé pour moi, et j'ai dit, il faut que je prenne ce risque-là. Voilà, c'est tout, et je l'ai fait. Ça a marché. Et alors, comment vous avez tenu le fil, en fait, le fil conducteur de ce nouveau métier pour arriver à relier ces deux... ça a été très facile. Activités ça a été très posées. Très simple. Ça a été très facile parce que je suis tellement heureux dans mon métier de scène que ça ne me coûte rien. Et je suis tellement heureux dans le métier de directeur d'opéra que ça ne me coûte pas plus. Donc finalement, tout ça se mélange très bien. Et puis, j'ai de la chance. Moi, je dis toujours, j'ai de la chance. J'ai la chance de travailler, de faire le métier que j'aime, de partager les émotions, de travailler avec des artistes formidables qui m'apportent beaucoup. Avec des gens qui me font confiance aussi. Donc je vous dis, j'ai pu démarrer avec ce spectacle Chantons sous la pluie qui a été un très très grand succès. Je ne dirais même pas à ma grande surprise parce que l'œuvre est formidable, mais bon, ça a très bien marché. J'ai gagné un Molière à Paris, on m'a remis une Molière du meilleur spectacle musical, c'était mon premier spectacle, donc j'étais quand même un peu verni, il faut le dire. Et après, j'ai continué, voilà, et puis j'ai continué alors à un rythme soutenu pour rattraper le temps perdu. Oui. Et voilà, donc 14 ans, 15 ans après, j'en suis à une quarantaine de productions d'opéra que j'ai montées depuis cette époque-là et que j'ai montées dans le monde entier, puisque je vis entre Tokyo, Santiago du Chili, Montréal et à peu près partout en Europe. Donc moi-même je me pince pour me vérifier si c'est vrai. Oui, je vous jure je vous jure, je me pince pour vérifier si c'est vrai parce que je me dis mais mon Dieu, c'est toi qui fais tout ça. Alors là je vous rassure, c'est vraiment vrai. Oui. On est à l'Opéra de Grand Avignon. Vous vous rendez compte, on était à l'Opéra d'Avignon. J'ai démarré ici, je suis arrivé à l'Opéra d'Avignon, qui n'était pas l'Opéra du Grand Avignon encore. Oui. Je suis arrivé ici le 4 octobre 1981. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je me suis perdu avec ma voiture dans les petites rues. Et j'avais une réunion de production, c'était Roméo et Juliette, qu'on jouait pour l'ouverture de saison. Et juste après, il y avait un ballet qui se montait, une carte blanche donnée à Paolo Bortoluzzi. Voilà, ça c'était. Voilà, et j'ai débarqué là-dedans. J'avais mis une veste, une cravate, pour être convenable. Et voilà. Et j'étais stagiaire, hein, j'étais rien, et on m'a mis dans toutes les sauces, tout ça. Enfin, c'était formidable. Et pour moi, et je le rappelais tout à l'heure à mon collègue Bruno de Lavener, qui est le scénographe du spectacle, je lui disais, mais pour moi, là, c'était le plus beau théâtre du monde. Parce que, voilà, c'était pour moi... C'était la première, ah oui, alors que j'avais suivi mes parents dans plein de théâtres européens. Mais là, c'était le plus beau théâtre du monde, vous voyez. Et il était déjà comme ça, parce que c'était après sa rénovation, donc c'est le même que je retrouve aujourd'hui. J'ai fait depuis de nombreuses mises en scène. J'ai été invité à de nombreuses reprises ici, donc voilà. Mais y revenir, c'est toujours quelque chose de très particulier pour moi. Il y a une anecdote que vous pourriez nous faire partager justement sur toutes les mises en scène que vous avez réalisées, quelque chose qui vous a le plus marqué, par exemple?
Ah oui, alors je peux vous dire déjà, les anecdotes qui vous marquent, c'est toujours les catastrophes, hein, donc Oui. les trucs qu'on n'attend pas, voilà. Alors je vous ai raconté deux, D'accord. et deux qui se passent sur le même titre, le même spectacle. Le spectacle dont je viens de faire la première avant-hier à l'Opéra de Monte-Carlo. La Tosca de Puccini. Alors je vais commencer par le pire. Le pire, enfin, ce qui m'a tétanisé, je reprenais ce spectacle à Turin, donc grand théâtre italien, magnifique distribution, grand chef d'orchestre, Gianandrea Noseda, formidable, tout va bien. Et le spectacle se passe, mais comme une fleur, magnifique, formidable. Et il se trouve qu'à la fin du spectacle, de cette Tosca, j'ai un effet spécial, extrêmement spécial, qui explique tout le déroulé de l'œuvre, qui est une espèce de grand voile qui ne tombe pas des cintres, mais qui au contraire monte des dessous et qui envahit tout le plateau, sur lequel on projette un film de la mort de Tosca qui va s'écraser, donc on la voit descendre, j'avais tourné ça, enfin c'est un truc Spielberg plus... plus Truffaut réuni, bien évidemment, non, je plaisante, mais voilà, c'était un film qui concluait de façon assez magistrale, je trouve, cette Tosca. Et tout se passe merveilleusement bien, j'étais dans mon fauteuil, mais heureux, et au dernier moment, le truc n'est jamais monté parce qu'un technicien avait oublié de retirer le nœud qui le retenait, et donc ça te fout par terre toute la fin du spectacle. Ça, c'est un des plus mauvais souvenirs de ma vie, parce que j'ai eu 2h15 de bonheur, et puis les 15 dernières secondes du spectacle ont été un chemin de croix. Voilà. Donc ça a été dur à digérer. Ça, c'est la mauvaise anecdote. Sur Tosca, quand j'ai créé la Tosca, c'était au théâtre à Valencia, à l'Opéra de Valencia, qui est un magnifique opéra contemporain, dont l'architecture a été confiée à Santiago Calatrava. Et je répétais, j'ai eu la chance de le faire, ce spectacle en création, pour le Festival de la Méditerranée, l'ouverture de ce festival, et c'était dirigé par Zubin Mehta, grand chef d'orchestre, mondialement connu depuis des décennies. Bon. Et bon, même si j'avais 50 ans ou presque, travailler avec Zubin Mehta, c'est quelque chose d'impressionnant quand même. Je suis grand chef d'orchestre, tout ça. Et il faut savoir que le premier disque d'opéra que j'ai jamais acheté avec mon argent de poche, c'était Le Trouvère, Il Trovatore de Verdi, que lui, Zubin Mehta, dirigeait. Bien. Avec Placido Domingo, etc. Bon, j'ai toujours gardé ce coffret d'opéra, 33 tours, précieusement. Et un jour, je répète, j'avais rencontré Zubin Mehta avant, bien sûr, plusieurs fois, bon, et puis la répétition, puis je suis sur le plateau, immense plateau de Valencia, et puis je suis en train de régler le premier acte avec du monde, comme ça, tout à coup, je me retourne, et je vois juste derrière moi, assis sur une chaise, Zubin Mehta. Bon, bonjour maestro, très bien, et puis je continue, et puis à un moment, je me tourne vers lui, je fais, vous allez rester là ? Alors il me regarde comme ça, mais il fait bah oui, non c'est bien, il dit je vous dérange. Ah j'ai dit non pas du tout, mais bon je continue, et puis à bout d'un moment je lui dis écoutez, vous voulez pas aller au pupitre, parce que là ça me rend nerveux de vous avoir derrière moi, parce que franchement, mais il me dit mais pourquoi? Et je lui dis parce que le premier disque d'opéra que j'ai jamais acheté c'est vous, et là j'ai l'impression d'être, c'est même pas être jugé, j'ai l'impression de passer 3 examens à la fois, donc s'il vous plaît mettez-vous un petit peu, alors, il a rigolé bien sûr. Voilà, mais c'est des grands moments, parce que, alors après j'ai travaillé avec Placido Domingo, j'ai travaillé avec des tas de gens comme ça, c'est Vous avez magnifique. encore la pression quand vous Oui. réalisez des mises en scène? Ah oui, tout le temps, oui. Et j'ai plus la pression quand je suis dans mon propre théâtre que quand je suis à l'extérieur. Oui, parce que là on a les doubles casquettes, et on a envie évidemment on est responsable de tout. On est responsable et on est comptable de tout. Voilà. Ça ne veut pas dire que je ne mets pas la même foi, le même enthousiasme et le même professionnalisme quand je suis ailleurs, mais dans son propre théâtre, c'est sûr que là, c'est... Vous avez la sensation d'être encore plus critiqué ou Non, pas jugé? critiqué, non, pas du tout, mais vis-à-vis de soi-même, on se doit d'être parfait. Voilà, c'est le truc. Voilà. Mais oui, j'ai toujours le trac, il me prend d'ailleurs en général à 17h, le soir des premières. Voilà. C'est très précis, à peine je montre, je sais à quelle heure il est. Quand je commence sur le track, il est 17h. Il est réglé. Il est réglé, c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.